Bonjour à tous. Aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons en Charente-Maritime, dans le Royannais. Dominique nous amènera à la découverte des huîtres affinées en clair et Florian partagera son savoir sur le Pinot des Charentes. La préparation d'une aiglade mettra en valeur le savoir-faire culinaire oléronais, tandis que la pêche au carlet témoignera du patrimoine architectural de la Gironde. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir baigné par les eaux et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Tantôt terrestre, parfois fluvial, souvent maritime, le Royannais possède plusieurs visages. Situé sur une presqu'île délimitée par l'estuaire de la Gironde au sud et les marais de la Seudre au nord, le terroir s'étend à l'ouest jusqu'à l'île d'Oléron, deuxième plus grande île française après la Corse. Il passe également par le célèbre bassin de Marennes-Oléron, l'un des plus vastes espaces ostréicoles français. Éloigné de seulement 12 km du Médoc, au point le plus étroit de l'estuaire de la Gironde, le Royannais recèle de nombreux petits trésors. Au large de l'île d'Oléron trône l'un des forts les plus connus de France, le fort Boyard. Sur la côte fluviale, les cabanes à carrelés ont inspiré et inspirent encore peintres et aquarellistes. Côté mer, le littoral sauvage bordé de forêts de pins fait la joie des surfeurs qui se retrouvent ici pour profiter des vagues. Une spécialité locale a également contribué à faire la renommée de cette région dans le monde entier, l'huître de Marennes-Oléron. Ce matin, et comme à chaque marée basse, Dominique Favier, ostréicultrice à Marennes, part en mer travailler sur ses parcs à huîtres. Accompagnée de son mari Philippe, Dominique doit à cette période contrôler la croissance des mollusques et nettoyer les poches dans lesquelles ils grandissent. Alors là, on retourne les poches. On travaille les huîtres pour les arrondir, pour leur donner une forme homogène. On casse un petit peu la pousse qui est tendre pour la ralentir, comme ça va durcir la coquille. Ça permet aux huîtres de dessous de passer dessus. Et en même temps, j'enlève, là il y a quelques moules que j'enlève parce que les moules ce sont des compétiteurs aussi par rapport aux huîtres. Elles filtrent, donc elles mangent de la nourriture, donc c'est un gros problème. Une tâche répétitive et souvent exténuante que reproduisent quotidiennement les nombreux ostréiculteurs de la zone. Car ce bassin, véritable constellation de parcs à huîtres, se prête idéalement à cette culture. Leur situation est une bonne situation par rapport au bassin de Marennes-Oléron. Elles sont à l'entrée sud du bassin. Donc là, on a la pointe de l'île d'Oléron et le continent. Et on a l'Atlantique qui apporte tous les phytoplanctons, tout ce qui enrichit le milieu marin. Lorsque l'on tourne les poches, on en profite pour contrôler les produits, pour voir l'évolution, la pousse, le poids. Ça nous donne déjà une tendance pour la prochaine saison. Hop, ils sont costauds. Voilà. Dans l'ensemble, ça va être un bon produit là. Déjà, sur les parcs en mer, on a un beau remplissage, un beau temps de remplissage, donc on risque d'avoir une belle saison. Avec l'expérience, Dominique s'est présagée de la qualité finale de son élevage d'huîtres. Elle n'était pourtant pas destinée à exercer ce métier lorsque sa route a croisé celle de ce coquillage nacré, il y a 35 ans. Je suis tombée amoureuse d'un ostréiculteur. Voilà, simplement. Donc quand on épouse un ostréiculteur, on épouse son métier en même temps et puis on a toujours travaillé ensemble. Mais on est très complémentaires puisque lui était plus sur la production, moi sur la commercialisation. C'est un métier passionnant parce que c'est jamais la même chose, quoi. On vit avec la nature, on est en phase avec la réalité, on a les pieds sur terre, quoi. C'est ce qui est bien. Puis bon, on a quand même
Un paysage, un bureau, moi j'appelle ça mon bureau, mais magnifique quoi. Un bureau magnifique mais éphémère. La mer reprend très vite ses droits et ne laisse aux ostréiculteurs que la durée de la marée. Son temps, elle l'offre plutôt à l'huître qui baigne dans ses eaux depuis bien longtemps. L'huître que j'ai dans la main, aujourd'hui elle a 3 ans et demi, donc elle a atteint son taux de croissance en mer. Aujourd'hui, dans quelques semaines, on va la pêcher pour la mettre en clair d'affinage, où là, son manteau va blanchir et elle va prendre le goût véritable des huîtres de Marennes-Oléron. C'est donc ça le secret des huîtres Marennes-Oléron. Le coquillage ne se contente pas de sa vie en mer. Un séjour plus ou moins long dans les clairs va lui donner son appellation et son goût si typique. Les clairs d'affinage sont des bassins creusés à même l'argile. Ce sont les anciens marais salants du Moyen-Âge que l'on a transformés en clairs pour produire nos huîtres. La claire, c'est un petit bassin confiné qui donne à l'huître un goût très particulier et complètement différent par rapport à toutes les huîtres qui sont produites en mer. C'est le tonneau pour le vin et la cave pour le fromage. Nous avons les clairs pour les huîtres. Confinée dans cet écrin bordé de végétaux, immergée en permanence dans une eau souvent moins salée que l'eau de mer, l'huître développe des arômes et une densité de chair différentes en fonction du temps passé dans les clairs. Un peu salé encore, mais derrière le sel, on a plein de petites saveurs. L'herbacée, il y a du sucré. Dans les clairs, on fait différents types d'huîtres. On fait la fine de clair et la spéciale de clair. Et on fait aussi la pousse en clair. La différence entre les fines de clair et la pousse en clair, ça ne se pose pas. On ne peut pas comparer. La fine de clair, c'est une huître affinée, 28 jours à 3 kg par mètre carré. La pousse en clair, c'est une huître élevée en clair, 4 mois, minimum 1 à 2 huîtres par mètre carré. Donc le goût est incomparable. La fine de clair, on va avoir un produit léger en chair avec un goût très salé. La pousse en clair, vous allez avoir des saveurs multiples dans le palais, un goût qui va rester très longtemps en bouche. On aura une saveur plus sucrée que salée. Obtenir des huîtres aux saveurs illustrant le terroir dans lequel elles ont été cultivées, voilà ce qui anime Dominique. Sur l'île d'Oléron, toute proche, d'autres passionnés s'activent autour d'un petit coquillage noir aux reflets bleutés, la moule. Ici, elle est liée à une tradition culinaire ancestrale nommée églade oléronaise. Dans une ancienne cabane ostréicole, en bord de chenal, Julien Thétot et sa famille servent aux amateurs ce plat de moule cuite aux aiguilles de pin. Alors l'églade de moule, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps en effet à mettre en place. Donc d'ailleurs, c'est même ce qui est le plus long. Enfin, tout est long parce qu'il y a aussi les aiguilles de pin qu'il faut aller chercher pour les brûler. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas, je pense, beaucoup à le faire. Quand on va mettre le feu dessus, la chaleur va être intense. Et donc le but, en les disposant de cette manière, c'est que la chaleur reste vraiment sur le dessus, comme ça va carboniser la coquille. Il faut quand même que les gens après puissent les manger. Il ne faut pas que les coquilles se fritent. Donc en les mettant comme ça, la pointe vers le haut, la chaleur va rester là. La moule va s'ouvrir comme ceci. Donc les cendres ne vont pas rentrer à l'intérieur. Et donc en même temps, l'eau sur la planche va bouillir, la fumée va passer dedans. Et c'est ça en fait qui va fumer, en fait, qui va faire toute la saveur de l'églade. Chaque jour, il faut donc patience et longueur de temps pour disposer les centaines de moules qui seront servies aux locaux et surtout aux touristes. Pourtant, l'églade n'a rien d'une mode. Ce plat très simple existe depuis longtemps sur l'île. L'origine, c'était la terrée de moule. C'était donc les pêcheurs qui revenaient à pied. Et puis quand ils revenaient sur la plage, en fait, ils installaient les moules sur de la terre séchée et ils mettaient dessus des tiges de fèves séchées, du sarment de vigne, des aiguilles de pin par la suite. Et donc en fait, ils faisaient ça sur le bord de la plage. Ensuite, petit à petit, ça s'est étalé, c'est devenu quelque chose de très typique, un plat très populaire qui se faisait dans les villages. Le nom églade viendrait d'aiguillade, en raison des aiguilles de pin utilisées comme combustible. D'autres, plus récemment, aiment aussi l'appeler éclade, en référence aux coquilles qui éclatent lors de la cuisson. Une étape d'ailleurs beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Les moules, on va les cuire et elles vont être fumées avec les aiguilles de pin. Donc une fois que ça a été installé en rosace, on va poser un gros tapis d'aiguilles de pin dessus.
On va les répartir à peu près également, de façon à ce que ça cuise à peu près pareil. Voilà, là c'est bon. Et puis ensuite, on va les allumer. C'est mon grand-père qui m'a appris à les faire, à les disposer, à apprendre à bien vérifier la cuisson. C'est juste la moule, les aiguilles de pain qui ont flambé. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de matière grasse. On est vraiment sur un produit nature, fumé. Là, on va nettoyer tout ça. Traditionnellement, ça se faisait avec un calendrier des postes ou un grand bout de carton. Et bon, bah là, on va dire, étant donné vu le nombre d'églades qu'on a à faire, on le fait avec de l'air comprimé, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, vous voyez, voilà, c'est vraiment moelleux. Il y a un petit peu de jus, très peu. Voilà, c'est un petit peu plus cuit sur la première face. L'autre face, c'est bien moelleux. Voilà, la cuisson est réussie. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à manger et à aller se laver les mains. Symbole de convivialité, ce plat à partager fait le bonheur des gourmets de l'île d'Oléron et de la façade maritime du Royannais. Côté estuaire, l'aiglade est moins fréquente, mais une autre spécialité s'impose naturellement. En bord de Gironde, de nombreuses parcelles viticoles abritent les grappes destinées à la fabrication du Pinot des Charentes. En faisant le tour des ceps plantés par son grand-père, Florian Motion, jeune viticulteur de 27 ans, surveille les fruits de la prochaine cuvée. Il y a un microclimat sur l'estuaire de la Gironde, dû au courant marin et au courant d'air aussi. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais normalement, on a un microclimat qui est très favorable à la production viticole. On est à l'endroit qui est le plus large de l'estuaire, où ça fait donc 12 km à traverser pour aller en face au Médoc. La bordure de la côte amène des raisins plus sucrés, va les faire mûrir plus tranquillement. Et donc, du coup, on a des raisins plus doux et qui sont plus propices à la production de pinot de qualité, quoi. Réputé dans la région, le Pinot est un vin de liqueur sucré, souvent servi en apéritif. Sa fabrication est le fruit d'un assemblage surprenant que beaucoup de gens ignorent. Donc le Pinot des Charentes, c'est un mélange entre du jus de raisin et du cognac, du jus de raisin blanc pour faire le Pinot blanc et du jus de raisin rouge pour faire le Pinot rouge. Donc on a les deux couleurs de raisin, du blanc et du rouge. Les différences au goût, le jus de raisin rouge va amener plus de fruits rouges, plus de fruité, plus de douceur. Et le Pinot blanc va être un petit peu plus sec, mais quand même fruité, des niveaux fruits blancs et fruits, on va dire, comme la noix, choses comme ça. À l'approche des vendanges, Florian passe fréquemment goûter le raisin, mais surtout évaluer son taux de sucre. Je prends une baie de raisin au hasard, normalement, sans la regarder. J'applique le jus sur la lentille. Et ensuite, par transparence, je lis le degré. Et donc, le degré potentiel, le niveau de sucre qu'il y a dans le raisin. Donc là, à l'heure actuelle, ce raisin fait 6 degrés de sucre potentiel. Donc, on n'est pas encore prêt à le vendanger. Il faut qu'il mûrisse encore au moins une quinzaine de jours. En attendant que le raisin gagne en maturité dans les vignes, le Pinot des années passées, lui, finit son vieillissement en fût de chêne, bien à l'abri dans le chai. L'endroit où, selon la légende, il serait né. La légende dit que le Pinot est né par mégarde, on va dire. Un viticulteur aurait mélangé du jus de raisin dans une barrique qui contenait déjà du cognac et l'aurait laissé dans un coin de son chai plusieurs années. Et puis, quelques années plus tard, il aurait eu besoin de cette barrique-là, donc il l'a repris. Il a goûté ce qu'il y avait à l'intérieur, donc le mélange jus de raisin et eau-de-vie. Et il a trouvé ça très bon, donc du coup, il a dit pourquoi pas faire du Pinot volontairement. Plus on fait vieillir le Pinot, plus il va devenir un peu plus liquoreux, moelleux, avec des goûts de miel et de noix pour le blanc. Et pour le Pinot rouge, les arômes de fruits rouges présents au départ vont évoluer, on va dire, devenir plus confits, plus mûrs. Et donc ça fera des Pinots un petit peu différents. Et puis après, donc dans mon vieux chai, j'ai des Pinots que mon père a fait il y a longtemps, donc il y a 15 ans, qui vieillit encore. Une partie est en bouteille pour vendre et le reste vieillit encore. Donc il évolue encore et il acquiert encore des arômes. Donc voilà, de miel, de noix, de rancio, ce qu'on appelle en charentais le rancio, c'est les goûts de vieillissement qu'on retrouve aussi dans les vieux cognacs. Un peu plus loin, dans le charmant petit village de Mornac-sur-Seudre, Sébastien est une sorte de gardien du patrimoine local. Il est en effet le dernier de la région à fabriquer du sel. Ou plutôt, à le récolter. Car ce sont bien le soleil et le vent qui, par leur action naturelle sur l'eau de mer, créent le sel. Les marais salants, c'est un système qui existe depuis les Romains. On va faire arriver l'eau de mer à 30 grammes de sel par litre d'eau, c'est l'eau de l'océan Atlantique. Chauffer cette eau sur notre circuit pour qu'elle s'évapore, jusqu'à arriver au dernier bassin de production, où le gros sel gris et la fleur de sel vont apparaître dès qu'on sera à 300 grammes de sel par litre d'eau. 300 grammes de sel par litre d'eau, la cristallisation du chlorure de sodium s'effectue. Et à ce moment-là, miracle, le sel apparaît et la fleur de sel vont apparaître. Donc là, on est au plus près du carreau, du bassin de production de gros sel gris et de fleur de sel.
Et puis on s'aperçoit qu'à la surface de l'eau flottent quelques grains de sel. Et bien c'est la fleur de sel. C'est pas très compliqué, il suffit de passer la main à la surface de l'eau et on s'aperçoit qu'on a des tout petits grains de sel qui viennent se coller à la main. Si on regarde très bien, on s'aperçoit qu'ils sont carrés parce que la formation du chlorure de sodium est une cristallisation cubique. Donc quand ils se forment, ils font des carrés parfaits. Et pour pouvoir récolter ce petit miracle de la nature, le saunier doit faire preuve de délicatesse et d'habileté. On parle bien de cueillir la fleur de sel le soir avec ce qu'on appelle une lousse à fleurs. La lousse à fleurs, c'est un outil qui a le même nom sur toute la côte atlantique. C'est une petite passoire à plat, ouverte sur un côté, qui va nous permettre de passer entre le gros sel gris qui se forme au fond de l'eau et la fleur de sel qui est à la surface. Donc nous, on va passer dans ces 1 cm d'eau pour pouvoir cueillir la fleur de sel. Le gros sel gris, lui, est bien plus difficile. Alors ce gros sel que je suis en train de pousser, il est gris tout simplement parce que quand il se forme au fond du bassin, il est en contact avec l'argile. À la cristallisation, il capte des particules d'argile. Cette argile se retrouve coincée dans le gros sel gris. Sébastien a le geste sûr. Pourtant, il y a seulement une dizaine d'années que cet ancien pompier est revenu sur sa terre natale pour apprendre ce métier et perpétuer ainsi cette tradition locale. Je voulais faire perdurer ce métier de producteur de sel dans ce village. Donc le métier de producteur de sel, c'est un des plus beaux métiers. Pourquoi? Parce qu'on respecte la nature, on récolte ce que la nature nous donne et il y a des années où elle nous donne beaucoup et des années où elle nous donne un petit peu moins. Donc il faut faire avec. Si cette nature ne veut pas être en accord avec nous, eh ben, on va patienter et attendre que ça revienne pour à ce moment-là relancer notre exploitation. Cette année, la nature a été particulièrement clémente avec Sébastien. Sur le marché voisin de Palmyre, au milieu des produits locaux, il vend son sel gris et sa fleur de sel. Une fleur qui attise d'ailleurs la curiosité des clients car elle est souvent mal connue. On connaît la fleur de sel, le type de récolte en Camargue. Est-ce que vous procédez différemment ici sur la côte atlantique? En Camargue, la fleur de sel, elle est produite c'est un sel qui ramasse à la pelle entre deux eaux, en fin de compte. Entre le gros sel gris qui est au fond et entre la surface. Okay. Tandis que nous, la fleur de sel sur la côte atlantique, c'est un sel qui va se produire en milieu de journée et le soir, on va la cueillir à la surface de l'eau. Alors la fleur de sel, c'est un produit qui a toujours existé sur les marais salants. On a toujours eu de la formation de fleur de sel, sauf que c'est un produit qui, avant les années 1980, n'avait aucune valeur commerciale. Certains chefs cuistots ont découvert ça dans les années 80, ils ont mis ça en avant et maintenant c'est devenu, on va dire, un produit phare sur les marais salants de l'Atlantique. Côté cuisine, Sébastien se rend compte qu'il y a souvent une grande confusion entre gros sel et fleur de sel. Les personnes nous demandent aussi beaucoup de conseils sur l'utilisation. Ils ne savent pas trop comment utiliser ce produit-là. Le gros sel gris, ils le savent, mais la fleur de sel, un petit peu moins. Ces deux produits sont différents à la production et vont être différents en utilisation en cuisine. Le gros sel gris, dans l'eau des pâtes, les poissons en croûte de sel ou les poulets, tandis que la fleur de sel, on va l'utiliser essentiellement pour le salage à table. La fleur de sel, elle ne sale pas moins, mais elle va être moins puissante. On dit, quand on a le palais bien développé, qu'elle va avoir un léger goût de violette. On n'en est pas rendu à ce point-là, mais ça va être vraiment quelque chose de subtil. À quelques kilomètres de là, à Talmont-sur-Gironde, Odette et son ami Serge participent eux aussi à préserver les traditions locales. Odette possède depuis plusieurs années un carlet, cette frêle cabane dotée d'un filet que l'on trouve tout le long de la côte royanaise. C'était au départ une pêche, c'était un complément alimentaire qui était pratiquée, c'était une pêche qui était pratiquée par les femmes en fin de journée qui allaient chercher un appoint pour compléter le repas du soir bien souvent. Il n'y avait rien de plus bête que de monter et de descendre un filet dans un cours d'eau. Les carlets comme on les voit aujourd'hui datent de la fin du 19e siècle, les carlets avec une cabane et sur une plateforme et une passerelle. Ils vont surtout se développer à partir des années 50. Et aujourd'hui, sur l'estuaire de la Gironde, il y a 550 carlets. Et ce filet, ça fait combien de temps là, que tu l'as mis? 4-5 ans, facile. Oh oui, il y a longtemps. 4-5 ans, oui. Ouais, c'est pas mal. Oui, comme c'est du coton, ça tient bien. Bon, enfin, 4-5 ans. Oui, bon, il amortit. Avec tout le poisson qu'on pêche, ça s'amortit. C'est le loisir. C'est la pêche du hasard.
c'est le loisir. On vient s'y détendre, mais bon, quand il y a des tempêtes, évidemment, il faut réparer après. Après la tempête 99, ici, il n'y en avait plus un. Ils étaient tous tombés. On a dû tous recommencer. Là, il y avait des larmes, parce que ça fait quand même du travail. Bon, mais enfin, on est vaillant, on l'a recommencé, comme tous les autres. Monter le filet, le redescendre, puis recommencer de nouveau. Le carrelet demande persévérance, force et patience. C'est un peu petit bonheur la chance. Hein. Au bout d'un certain temps, on se dit on monte, on descend. Bien sûr que plus on va monter et descendre, plus on aura de la chance d'attraper un poisson. Si on descend que toutes les heures, c'est sûr qu'on aura peu de chance d'avoir du poisson, puisque c'est une pêche de hasard et on prend le poisson au moment où il passe. C'est au moment où il passe, quand on lève le filet, s'il y a un poisson qui passe, on le prend. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout une pêche destructrice du milieu. Bon alors Odette, ça vient, on monte. Il est encore dans l'eau. On est encore dans l'eau, bon d'accord. Je regarde par-dessus, des fois qu'il y aurait de la chance, il y en aurait un. Ah. Serge, un poisson et un crabe. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a attrapé, Odette? Un petit mule. Oui. Un petit mule. Il est juste à la maille. Hein. Hop, et voilà. Si, très bien, très bien. Voilà, comme ça. On est dans le direct. On est vraiment bien là-dedans. L'été, on invite les amis, on vient manger ici. C'est très agréable. Mais c'est pas pour le poisson, c'est ça que je veux dire. À défaut de nourrir Odette et Serge, le carrelet est aujourd'hui un prétexte pour passer de bons moments entre amis et prendre le temps d'admirer ces merveilleux paysages au bord de la Gironde. L'une des multiples facettes du Royannais, qui recèle en son sein des femmes et des hommes fiers de le façonner et d'en poursuivre les traditions. Aujourd'hui, je vous propose des moules de bouchot au lait de coco. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 kg de moules de bouchot, 2 échalotes, 3 gousses d'ail, un bâton de citronnelle, 15 centilitres de lait de coco non sucré, 100 g de tomates, 4 brins de basilic, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 grains de poivre de Sarawak, 2 grains de poivre du Népal. Pour l'espuma de pommes de terre, 200 g de pulpe de pommes de terre, 50 g de beurre doux, 5 centilitres de lait entier. Pour l'espuma de pommes de terre, éplucher les pommes de terre, les couper en quartiers et les plonger dans une eau froide salée. Les cuire jusqu'à ce qu'elles commencent à se défaire, puis bien les égoutter. Les réduire en purée dans un moulin à légumes. Mettre dans une casserole le beurre, la pulpe de pommes de terre et remuer à feu doux. Puis verser le lait bouillant en remuant la spatule pendant environ 5 minutes jusqu'à une bonne consistance. Rectifier l'assaisonnement. Verser la purée dans un siphon et ajouter les cartouches de gaz. Réserver au bain-marie. Gratter les moules et les laver à plusieurs reprises en les brassant dans de l'eau froide. Rincez rapidement les moules à l'eau fraîche car elles risqueraient de perdre leur eau. Ciseler les échalotes, l'ail et la citronnelle. Dans une cocotte, chauffer l'huile d'olive et faire revenir sans coloration les échalotes avec les poivres écrasés, l'ail et la citronnelle. Puis verser le lait de coco et porter à ébullition. Jeter les moules, remuer et couvrir. Les cuire jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes. Pour une cuisson bien uniforme, surtout, remuez bien les moules. Une fois ouvertes, retirez les moules avec une écumoire et les placez dans un plat de service. Filtrez le liquide de cuisson. Ciselez le basilic et taillez les tomates en dés. Les ajouter, remuer, rectifier l'assaisonnement. Puis versez le liquide sur les moules. Servir sans attendre avec l'espuma de pommes de terre. Je vous souhaite une excellente dégustation
Et je vous dis à très vite.